Alors évidemment, c'est une journée un peu particulière, d'abord parce que c'est une période de vacances scolaires et qu'ensuite nous avons une forte concurrence en ce moment même que vous avez tous en tête. Alors je sais bien qu'on va rattraper tout ça tout à l'heure par toutes sortes de procédures, mais évidemment ça joue son rôle. En même temps non, parce que précisément on sait qu'on peut récupérer les propos présidentiels et ceux de mes confrères de la presse ultérieurement. Donc nous avons parlé de théâtre et avant que de commencer cette conversation avec Jean-François, je voudrais, comme nous en avons l'habitude, vous faire part de la parution de quelques ouvrages qui m'ont paru tout à fait dignes de votre intérêt, que vous avez peut-être remarqué ou peut-être pas. D'abord, chez Actes Sud, qui est très présent aujourd'hui, parce que le théâtre, la collection papier, etc., c'est évidemment Actes Sud, mais il n'y a pas que papier chez eux. Il y a cette collection tout à fait passionnante, qui est au fond une réflexion, enfin des réflexions sur les metteurs en scène, sur le travail théâtral. Et viennent de paraître deux textes. L'un qui est un deuxième volume de conversation en même temps que de reportage, si je puis dire, sur le travail de Joël Pomera, notamment pour Ça ira 1, fin de Louis, et qui est fait par sa collaboratrice Marion Boudier. Pardon. Et c'est un livre évidemment passionnant pour peu qu'on s'intéresse à Pomera, mais je pense que c'est le cas de chacune et de chacun d'entre vous. C'est d'ailleurs illustré de photographies en couleur, ce qui est assez rare dans la collection, et c'est tout à fait intéressant. De la même manière, le Québécois Robert Lepage est l'objet d'un livre d'entretien qui évidemment donne de la lumière à l'œuvre de ce metteur en scène qui n'est plus simplement un metteur en scène canadien ou québécois, mais qui a une vocation désormais universelle. Deux autres textes. Alors, d'abord, un texte formidable que je dois dire franchement j'ignorais jusqu'alors complètement, qui est Marion Delorme de Victor Hugo dans la collection Folio Théâtre. Marion Delorme est une des premières pièces de Victor Hugo et elle a fait scandale, elle a été interdite et en même temps on y trouve déjà tout ce qu'on aime chez Victor Hugo, c'est-à-dire les excès, l'invraisemblance, cette espèce de côté baroque qui caractérise l'œuvre de Hugo. C'est une très bonne édition qui est présentée par quelqu'un qui s'appelle Clélia Anfray. Et la dite Clélia Anfray nous a en plus nous gratifié à la fin d'une étude sur la représentation de Marion Delorme de la création jusqu'à nos jours, en passant par Sarah Bernard, qui en a été une interprète glorieuse et magnifique. Voilà. Deux derniers ouvrages. L'un va nous fournir la transition parfaite avec Jean-François Sivadier. Alors, un gros livre très universitaire de Laurence Marie, qui est quelqu'un que je connais bien, qui était ma consoeur à l'université de New York, où elle exerce toujours. Enfin, elle est passée à Columbia maintenant. Et Laurence Marie a publié une énorme étude que je vous montre ici, publiée par Sorbonne Université Presse, c'est vous dire qu'on est dans le sérieux, et qui s'appelle Inventer l'acteur. Alors, c'est un livre qui n'est pas aussi facile à lire, il faut bien en convenir, que les entretiens avec Pomera ou même que Marion Delorme de Victor Hugo. Mais il faut le dire, d'autant qu'il y a un nombre de citations, enfin, plutôt de notes qui est totalement vertigineux. Dieu sait que les éditions universitaires, j'en ai quand même vu quelques-unes dans ma vie, mais comme ça, pas beaucoup. Il y en a quelque chose comme 300. Mais, je vous rassure tout de suite, les notes en question sont, et j'ouvre les guillemets, infrapaginales. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de vous reporter à la fin du bouquin pour lire les notes, elles sont en bas de page et parfaitement lisibles. C'est une étude qui est assez passionnante sur le XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, c'est-à-dire un moment dans l'histoire du théâtre où on commence à interroger véritablement la fonction de l'acteur. Alors vous me direz qu'après tout, Aristote, bien des siècles avant, s'était interrogé sur cette fonction et c'est tout à fait exact. Mais là, les premiers écrits théoriques paraissent, au nombre desquels figure évidemment le paradoxe du comédien de Diderot, mais aussi, et c'est l'intérêt du livre de Laurence Marie, elle plonge dans les archives anglophones, enfin anglaises, pardon, c'est dit aussi, les États-Unis n'existent pas encore à ce moment-là, dans les archives anglaises, et on voit par exemple le rôle considérable qu'a joué David Garrick, le grand acteur qui a émerveillé l'Europe entière. C'est un très bon livre, mais qui n'est pas un livre de chevet. Ce n'est pas le cas, ou ça n'est peut-être pas le cas, de la traduction par Éloi Recoing de cette pièce d'Ibsen qui s'appelle donc Un ennemi du peuple, que Jean-François Sivadier a monté et qui s'est joué à Grenoble le mois dernier, avant que de venir à l'Odéon à partir du 10 mai, je crois, de cette année. Alors là encore, un aveu, je n'avais jamais lu cette pièce, je dois dire. Peut-être la connaissez-vous, moi non, je connaissais son existence.
C'est une pièce totalement insensée par le sujet, comme d'ailleurs beaucoup des pièces d'Ibsen. On est vraiment dans un univers d'excès en tout genre, du verbe et de la situation. On va y venir tout de suite, puisque c'est le dernier spectacle de Jean-François Sivadier. Mais enfin, c'est quand même l'histoire d'un type, si vous savez ça, de deux frères, et l'un des deux, tout d'un coup, s'avise que la ville dans laquelle il réside, avec sa famille, avec ses amis, etc., il y a un monde fou, comme toujours chez Ibsen. Il s'avise qu'en réalité, une pollution générale est en train de mettre à mort la population de la ville. C'est un sujet, c'est idiot à dire, mais c'est pas que ce soit contemporain, c'est qu'il pose des questions que nous vivons aujourd'hui même, en ce moment. J'entendais Macron tout à l'heure, en vous attendant, évoquer évidemment les questions de la préservation de la planète, les questions du changement climatique, etc. Mais c'est une pièce qui parle de ça aussi, hein, et ô combien. C'est assez sidérant, à vrai dire. Voilà pour ce qui concerne la bibliographie stricto sensu. Maintenant, on va ensemble converser avec Jean-François Sivadier. Alors, ce qui est tout à fait frappant chez vous, puisque c'est beaucoup de choses. La première, c'est que, au fond, les textes écrits par vous ne sont pas très nombreux. Le principe de ces rencontres, c'est de s'appuyer sur les auteurs, mais aussi, évidemment, sur les metteurs en scène, voire les comédiens. On a accueilli ici beaucoup d'auteurs de seuls en scène dans les années passées et encore même dans cette saison. Mais chez vous, le travail, il porte à la fois sur des textes classiques, et Dieu sait si vous en avez monté, des classiques de toutes origines, et puis aussi sur des créations qui vous sont personnelles, et que d'ailleurs vous recyclez en quelque sorte, et je pense évidemment à Italienne avec orchestre, qui a fait l'objet de plusieurs versions, de plusieurs reprises, etc. Alors, j'aimerais qu'on commence, si vous le voulez bien, par ça, même si chronologiquement, ça n'est pas complètement exact. On pourrait peut-être commencer aussi par Noli Me Tangere, je ne sais pas, qui est une pièce complètement folle, et on va y venir. Mais je préférerais qu'on parle d'Italienne avec orchestre, et que vous nous disiez pour quelles raisons vous avez mis comme cela, toujours, remis l'ouvrage sur le métier. Bonsoir. Comment dire, en ce qui concerne Italienne, en fait c'est très simple, c'est qu'en 96, Laurent Pelli qui dirigeait le théâtre le Cargo à Grenoble m'a proposé de faire un spectacle court avec très peu de comédiens, un spectacle qui coûterait pas cher et qui pourrait se passer n'importe où dans le théâtre sauf sur la scène. Et, euh, et donc en fait très vite j'ai été très très marqué par un spectacle que vous avez peut-être vu qui s'appelait Elvire Jouvet 40, qui était des leçons de Jouvet au conservatoire, un spectacle qu'avait monté Brigitte Jacques avec Marianne Medeiros, Eric Vignier. Et voilà, j'ai vu ce spectacle 10 fois, j'étais complètement bluffé. Au moment où Pelli m'a parlé de ce projet, je me suis dit ce qui serait génial, c'est de faire la même chose avec la musique, c'est-à-dire montrer au public, de faire partager au public des répétitions de musique ou d'opéra. Et voilà, je savais pas trop ce que j'avais dans la tête. Je pensais même à faire un truc sur Mozart. Enfin, je savais pas exactement. Et puis tout d'un coup, j'ai eu cette idée un peu absurde de mettre les gens dans la fosse d'orchestre. Et je l'ai raconté, cette idée aux comédiens qui ont trouvé ça très bizarre. Et donc voilà, on a joué le spectacle 4 fois. C'était un peu comme une performance. Et en fait, voilà, on l'a joué 180 fois en fait, parce qu'il y a eu un effet de bouche à oreille assez important. Le directeur de l'Opéra de Lyon, Jean-Pierre Brossman, en a entendu parler, il a tout de suite acheté le spectacle sans le voir. Enfin voilà, il y a eu donc on a joué le spectacle très longtemps, et ce que j'avais vraiment envie de raconter dans ce travail, c'est de montrer la fabrication de l'opéra. Voilà, la fabrication de la musique, d'un spectacle, etc. Parce que je m'étais aperçu, en regardant énormément de documentaires, que c'était toujours plus intéressant de voir les artistes en train de travailler plutôt que de les voir en concert. J'avais vu un film extraordinaire de Clouzot qui filmait Karajan en train de donner un cours de direction d'orchestre, un film de 20 minutes qui était totalement éblouissant, un jeune chef qui s'appelait Lombard, d'ailleurs, qui a fait Alain une carrière Lombard, qu'on sait après.
Et voilà. Et donc ce film me fascinait complètement parce qu'on voyait Karajan en train de donner des conseils. Et voilà, je me suis dit, je veux montrer ça, je veux montrer les chanteurs qui travaillent, etc. Et voilà, et effectivement, le public était très. Enfin, tout de suite est rentré très vite dans le jeu. Euh, voilà, enfin, la complicité de cette fabrication, cette fausse fabrication qui se faisait en direct. Alors, pour rafraîchir la mémoire de chacun d'entre nous, je vais demander à Jean-François de nous lire les 2 premiers tableaux qui sont assez brefs. Ouah, c'est très long, non? Non, non, justement, non, non. J'ai essayé de prendre des passages qui ne sont pas trop. Le prologue, le tableau numéro 1, qui est très très bref, il y a 3 répliques, et le tableau numéro 2, et puis voilà, ça va jusqu'à l'endroit que j'ai corné, mais on va s'arrêter entre les deux. Puis c'est pas mal que vous présentiez les dramatis personae, hein, donc enfin plutôt les personnages de cette pièce, de ce texte, qui sont au nombre de 4. Et voilà, il s'agit donc de la Traviata, hein, et non pas de Mozart. Voilà. Non mais c'est bien d'entendre la voix, Ouais. la vôtre en particulier. Voilà. Ça commence comme ça. Très très long. Ah là, d'accord. Voilà. D'accord. Donc je vous explique, ça c'est la partie de la... C'est une vieille version ça, non? Oui, oui, oui. C'est la version de 97. D'accord. Mais justement, j'y tenais assez. C'est celle de la SACD. Et c'est celle des premières représentations de l'italienne. Alors, je vous préviens que je ne la reconnais même pas. Mais c'était un peu l'idée. D'accord. Donc il y a donc, pour ceux qui n'ont pas vu le spectacle, un chef d'orchestre qui est dans la fosse, qui travaille avec l'orchestre, qui est censé avoir déjà fait travailler l'orchestre sur un morceau de musique. Et là, il commente le travail qu'ils viennent de faire, et tandis que la diva du spectacle qui va faire la Traviata arrive avec le metteur en scène et avec une jeune chanteuse voilà, qui joue dans le spectacle. Il faut dire que le chef d'orchestre et l'interprète principal sont américains, alors que les 2 autres sont français. Voilà, c'est ça. Le chef d'orchestre est américain. C'est ça que vous avez dit? Non, non, pas du tout. En fait, il a un accent, mais... Ah oui, ouais. moi je l'ai pris pour un américain. Non, non. D'autant qu'il commet quelques... Enfin bon, peu importe. J'avais inventé cet accent en 96 qui ne ressemble à rien, en fait, qui est vraiment un accent pays de l'Est, etc. Parce que je me disais, je vais être tellement près des gens que si j'ai pas un masque, je pourrais pas travailler, que je pourrais pas leur parler. Voilà, donc j'avais inventé cet accent. Donc là, je vais avoir beaucoup de mal à le faire. Donc voilà, le chef dit, vous sentez la différence? Vous sentez la différence? La même chose, mais exact le contraire. Et qu'est-ce qui a changé? N'essayez pas de comprendre. Hein. En fait, c'est juste qu'en fait, il parle de manière assez compliquée. Qu'est-ce qui se passe avant qu'il se passe quelque chose? On ne sent pas qu'il se passe quelque chose avant que ça commence, mais quand ça a commencé, on ne doit pas savoir tout de suite que ça a commencé. Comme si on ne sait pas si c'est là ou bien là. Là, il montre un musicien, c'était trop, mais c'est pas grave pour l'instant. Pourquoi? Parce que j'ai senti que vous avez pris un risque. En général, on ne préfère pas de risque. On se dit, oui, bon, un petit peu comme ça, je vais voir. Partout où nous cherchons la sécurité, nous sombrons. Sombrons, c'est bon, sombrons, non? Et vous, pourquoi vous avez fait ça? Vous avez eu peur de vous retrouver tout seul? Si vous écoutez vraiment, vous n'avez même pas besoin de moi. Pourquoi il me regarde comme ça? C'est vrai ce que je dis. Tenez, juste là, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Je vais faire comme Muriel Robin, en fait. À un moment donné, je vais plus pouvoir lire parce que non, excusez-moi, parce que ça, c'est une version qui date de 17. Ouais, voilà. Ouais. Bon, excusez-moi. Mais non, c'est pas grave. Prévu. Oui, parce que voilà, là, il les fait jouer en fait comme si, sans musique, mais comme si les gens jouaient dans leur tête les premières mesures de la Traviata, comme s'il suggérait ça aux spectateurs, et il dit, voilà, c'est la première fois que je fais ça, bon, j'arrête parce que je vais noyer tout le monde,
Quand ça arrivera, on le saura tous en même temps. Le texte actuel est beaucoup mieux que ça. Et un jour, Hans, qui avait toujours une grande gueule, il dit au maestro, mais s'il vous plaît, là le metteur en scène arrive, il lui donne une feuille, bonjour, vous allez bien, c'est pas pour moi, je vais faire de l'administration, c'est pour, je crois, il parle à 4 musiciens, pour, je crois, le cycle Schubert, la jeune fille et la mort et la truite, que vous devez aller voir monsieur l'administrateur. Si vous pouviez dire à monsieur l'administrateur, il voit la diva arriver. Il dit « May I introduce you, Miss June Preston ?» Là, tout l'orchestre applaudit. « Oh, mon ami, David, dit-elle en anglais, je suis tellement heureuse d'être là. C'est sec, ici, c'est sec. » Le chef dit « C'est sec », elle dit « C'est sec. » La diva « Alessandro, ça fait tellement plaisir de te revoir. » Elle parle au ténor. « Je crois que nous sommes au même hôtel. Il faut absolument que tu me racontes ton voyage, etc. » Le chef... Vous me direz quand j'arrête. J'ai corné de quelques passages, mais okay. Ça n'a pas grande importance. Okay. On s'y perd, mais c'est fait pour ça aussi. D'accord. Le chef d'orchestre qui parle à 4 musiciens. C'est difficile pour vous là-bas quand je parle. You know, it's difficult for me to translate all the words for you because I know 3 or 4 Italian people among the altos. I could say, okay, parliamo italiano, but a lot of French people, of course, everywhere. You see, June Preston doesn't speak French very well. Alessandro Tadiani comes from Milano, but he speaks English. Here is a Spanish girl. La jeune chanteuse qui dit mes parents. Le chef qui dit de from where. Elle dit Madrid. Le chef qui dit je ne suis ni anglais, ni italien, ni pologne. Je suis un homisculio, un mélangé par mes parents, très compliqué. But we are in France and I want to force myself to speak French. Je me force à parler français. You know the music words don't always need a translator. There is a mute language, una lingua muta. Un langage muet. Un langage sans le mot, which is the most important. If we are really here, we won't need anywhere to work. Mais souvent, je me bavare, il faut me taire. Donc, je crois qu'on peut arrêter là, parce oui, qu'après, ça devient hyper compliqué, parce que, voilà. Non, mais entre nous, c'est quand même très compliqué, hein, le dispositif. Le texte actuel est beaucoup mieux. Si vous l'achetez... Oui, mais là, on a essayé, Jean-François, de se mettre d'accord avec l'éditeur, les solitaires intempestifs, mais il n'y a rien à faire. D'accord. Bon, voilà. C'est pas faute d'avoir essayé, mais parce qu'on essaie, en général, on met en vente ici, après les représentations, les conversations, les textes des auteurs, mais là, bon. C'est d'autant plus compliqué que c'est ce passage que je viens de lire, en fait, a été aussi renourri par des improvisations, un changement de distribution dans le spectacle. Enfin, voilà, mais c'est drôle de lire ça. Oui. Voilà. Mais attendez, vous allez redécouvrir Noli Me Tangere après. Hein, c'est quelque chose aussi. Oui, revenons à l'aspect dramaturgique qui est quand même essentiel dans ce spectacle. Alors, qu'est-ce que c'est que cette idée de faire participer le public presque physiquement à l'entreprise ? Non, mais je sais pas, je vous dis que je parlais avec un copain avant d'aller voir un spectacle. Je me souviens quand j'avais eu cette proposition de Laurent Pelli et ce copain en fait me posait des questions sur mais qu'est-ce que tu voudrais raconter exactement ? Donc c'était vraiment comme une espèce de maïotique. Moi je dirais je veux faire un truc sur la musique ou sur Pierre Desproges ou sur Vitesse ou en tout cas voilà un truc qui parle. Voilà donc et puis tout d'un coup j'ai eu l'idée. Je lui ai dit il faudrait faire comme Elvire Jouvet-40 en fait parler de musique et tout à coup j'ai eu l'idée de la fosse d'orchestre mais plus exactement je voyais l'image d'un chef d'orchestre qui était sur une scène et qui dirigeait le public comme ça, ce qui n'était pas très intéressant. Mais je me suis dit, il y a un truc extraordinaire. Et en fait, j'allais voir un spectacle de Robert Bouvier, c'était Saint-François d'Assise, spectacle qu'il a beaucoup joué. Qu'il a joué et qui jouait encore. Et je me souviens que en regardant le spectacle, je n'ai rien écouté du spectacle. Je ne sais absolument pas de quoi ça parlait, par Saint-François d'Assise. Et en fait, j'ai fait la mise en scène de mon spectacle. Je me suis dit ah ouais c'est génial, les gens sont dans un trou et en fait nous on joue tout autour et voilà. En rentrant chez moi j'ai dessiné la fosse d'orchestre et voilà. C'était quoi la question? Parlons de l'évolution de la première version à la deuxième. Qu'est-ce qui a fait que vous avez repris tout ça? Parce qu'on avait éprouvé avec le public un rapport tellement particulier, il nous est arrivé tellement de choses avec ce spectacle. Voilà, la position, le regard du public sur ce spectacle était tellement nouveau pour nous. Il nous a tellement fait bouger
comme acteur qu'on a décidé de le reprendre en 2003. Mais je me suis dit que j'avais pas envie de le reprendre tel quel. Je voulais rajouter 1 heure et demie. Je voulais réécrire cette partie-là, quitte à ce que ça soit moins bien, mais je voulais le faire bouger. On a changé la distribution. Et voilà. Et donc le spectacle, il est devenu mieux, je pense, et plus long, plus cher. Mais voilà, parce que c'était un spectacle qu'on sentait essentiel pour nous et surtout que le public avait l'air de vivre avec ce spectacle une chose très forte, quoi. Est-ce qu'il y aura une troisième, une quatrième version? Est-ce que vous le reprendrez un Je jour? pense pas, parce qu'on voulait à un moment donné faire une autre partie, mais ça serait devenu un spectacle de 5 heures pour une petite jauge quand même, parce que les jauges les plus grandes qu'on peut mettre, c'est 120 ou 140 personnes, donc c'est pas économiquement, c'est pas un cadeau, mais donc voilà. Je pense qu'il y aura pas d'autres versions. Est-ce qu'il y a eu entre la première et la deuxième version une évolution quant à la mobilisation du public, au mouvement du public à l'intérieur de la salle, si je puis dire, puisqu'ils sont à la fois sur scène et dans la salle? Comment vous avez changé ça? Est-ce que vous l'avez changé, justement? Disons que dans la première version, qui ne concernait donc que la deuxième partie où les gens étaient dans la fosse d'orchestre, donc voilà, ça c'est devenu la deuxième partie. On a rajouté une partie où les gens maintenant sont sur un gradin au fond du plateau face à la salle vide et sont censés jouer le chœur de la Traviata dans l'acte 3, le chœur muet. Voilà. Une idée que le metteur en scène, qui est joué par Nicolas Bouchot, qui est là, que le metteur en scène a eu sans doute pour faire travailler le chœur en attendant l'arrivée de la diva qui n'arrive pas. Il faut dire qu'en fait, je m'étais dit, on va mettre le public dans la position du chœur, mais il faut faire en sorte de le faire travailler sans toucher, en respectant sa position de public, c'est-à-dire sans lui demander de participer, parce que j'aime pas trop les spectacles où on demande aux gens de participer, curieusement. Mais donc voilà, il s'agissait de faire travailler le public en respectant sa position de spectateur, donc qui restait sur un gradin, et puis là on s'est aperçu qu'en fait des spectateurs sur un gradin ou assis dans une fosse d'orchestre, ils se comportent exactement comme des choristes ou comme des musiciens. C'est-à-dire, il y a ceux qui sont concentrés, il y a ceux qui sont ravis de participer, il y a ceux qui s'emmerdent, et voilà, qui baillent. Ouais. Et donc voilà, et le plus difficile d'abord pendant les répétitions, c'est marrant parce que je viens de parler de ça en fait avec quelqu'un qui va le monter en Corse cet été, et la semaine dernière avec quelqu'un qui l'a monté en collaboration avec une personne qui doit être par là, à la prison de Fresnes avec des détenus, et qui m'a raconté en fait voilà les mêmes questions que nous on s'est posées, c'est-à-dire comment on répète face à des sièges vides, et surtout la difficulté qu'on avait dans le spectacle, mais qui était merveilleuse à éprouver, c'était de parler aux gens non pas comme à des spectateurs qui sont en train de regarder un spectacle de théâtre, mais comme à des partenaires. Donc sans remettre du tout en question le fait qu'ils soient eux-mêmes des artistes, des choristes et des musiciens. Et ça a donné évidemment des choses merveilleuses, parce que évidemment les gens savent que tout est faux, et pourtant il y a une partie d'eux qui ne peut pas s'empêcher de se dire si, je suis en train de jouer la Traviata. Voilà. Sans suivre l'ordre chronologique, on sait que vous avez été très marqué par Didier-Georges Gabilly. En quoi? Qu'est-ce qui vous a frappé chez lui? C'est son texte, c'est sa personne, c'est son engagement, c'est... Dites-nous ça. Si je devais dire une seule chose, je dirais que c'est lui qui nous a, parce qu'on était nombreux à être portés sur ses ailes, qui nous a appris à regarder un plateau. Enfin, moi, si je l'avais pas rencontré, je pense que je regarderais pas le plateau et les comédiens comme ça, ou les chanteurs. Donc voilà. Alors, c'est quoi cette façon de regarder
de regarder l'autre sur un plateau, ou l'acteur, c'est de voir immédiatement sa puissance poétique, avant même de voir sa virtuosité d'acteur, de voir son potentiel poétique, et de regarder le plateau comme un tableau, c'est-à-dire avec des lignes de force, et voilà. Donc Didier, il nous a aussi appris, enfin par exemple, il nous dirigeait énormément comme des danseurs. Ça, c'est une chose que j'ai appris de lui. C'était extrêmement jouissif d'être. Bon, c'était un tyran, hein, aussi, mais c'était extrêmement jouissif d'être sur ces plateaux, parce qu'on avait l'impression de danser tout le temps. Et surtout, on avait l'impression d'écrire tout le temps. C'est-à-dire, il avait une expression, il voulait faire de nous des écrivains de plateau. Et je pense que cette idée que le langage, que la langue est comme un vrai moteur de travail, et un vrai... l'instrument de la création de l'espace et du temps sur le plateau, c'est vraiment lui qui nous l'a appris. Mais ça veut dire qu'il vous demandait d'improviser ou d'interpréter des textes de lui ou d'auteurs classiques ou pas classiques ou contemporains ou modernes. Concrètement, c'était quoi? Alors, Concrètement. jamais on improvisait, sauf avec des petits exercices. Ça dépend, parce qu'il a une période, il y a très longtemps, sa période de Stanislavski, qui était très étonnante et très éprouvante pour nous, qu'il a heureusement abandonné assez vite. Il nous faisait des fois des petits exercices comme ça, où il écrivait 3-4 phrases, et il nous demandait d'aller préparer cette chose-là, des phrases un peu absurdes comme ça à la Beckett, et d'aller préparer. Mais enfin voilà, ces exercices-là n'étaient pas très intéressants. Donc, on travaillait en atelier énormément des textes de lui, pas tant que ça, mais des textes classiques, et à chaque fois... classique ou contemporain d'ailleurs. Enfin, et à chaque fois, il nous mettait dans le... Enfin, il montait les scènes de telle manière que, voilà, il faisait de nous les écrivains des scènes qu'on était en train de travailler. Donc, il mettait la langue au-dessus de tout. Je pense qu'il avait, que ce soit des textes, que ce soit Tennessee Williams ou Garnier ou Müller, il mettait la langue au-dessus de tout. Il avait cette expression assez magnifique qui était la langue ne sert à rien, mais tout doit servir la langue. Voilà. Donc voilà, c'est-à-dire que pour lui, le corps, la voix de l'acteur avec la langue de l'auteur ouvrait tous les espaces possibles. Et voilà. Alors c'était... il y avait enfin, les gens qui regardaient ça de l'extérieur pouvaient penser qu'il y avait une espèce de rapport à la musicalité dans la manière dont il nous dirigeait. On chantait énormément, en fait, ouais, en parlant. Lui, bien sûr, il ne disait pas qu'on chantait, mais voilà, on sentait comment la langue devenait toujours une chose physique, et jamais intellectuelle ou très organique. Voilà. Est-ce que c'est de cet héritage-là ou de cette influence-là que vient cette double direction dans votre travail, qui s'est d'ailleurs appliquée dans deux villes, le théâtre à Rennes et l'opéra à Lille, pardon. Et à Aix aussi, d'ailleurs. Est-ce que... Est-ce que c'est... Non, parce que vous parlez beaucoup de la langue, de la musique, etc. Est-ce que c'est lié à ça, le fait que vous-même, aujourd'hui, vous partagez entre ces deux moyens d'expression, le théâtre et l'opéra? Bah ouais, moi j'ai eu envie de faire de l'opéra, de monter de l'opéra avant même de monter du théâtre, je pense. Enfin, d'ailleurs, la proposition de Laurent Pellier en 96 de faire un spectacle de théâtre, c'est pas pour rien que j'ai parlé d'opéra avant même d'en faire. Mais oui, effectivement, j'ai toujours eu envie. Enfin, pour moi, ce rapport à la musique a toujours été aussi fort que mon rapport au théâtre. Je suis en train d'essayer de comprendre pourquoi. Et
Je me rappelle par exemple avoir vu, c'est complètement anecdotique ce que je vais dire, un grand échiquier avec Jessie Norman et elle chantait la mort d'Isolde et le deuxième air de la comtesse dans Les Noces des Figaro. Je comprenais rien du tout, mais j'étais totalement fasciné par le théâtre que je pressentais dans la musique. Je savais que ça racontait une histoire et qu'il y avait une occasion de jeu d'acteurs avec cette musique beaucoup plus violente et beaucoup plus délirante qu'au théâtre, alors que je comprenais pas ce qu'elle disait. Donc j'ai senti que dans la musique, il y avait une dramaturgie, une chose que le compositeur était déjà lui-même un metteur en scène éblouissant et qu'il y avait un théâtre là-dedans à, à explorer magnifique, quoi. Donc voilà, cette chose-là m'a jamais quitté. Après, j'ai travaillé avec une troupe à moitié professionnelle, à moitié amateur, qui montait des opéras l'été. Donc j'ai chanté avec eux, j'ai appris. Je lis pas la musique, mais je chantais dans les chœurs, etc. Et c'est devenu un peu une drogue. Voilà. Et donc, oui, enfin, le parallèle entre le. D'autant que quand on... Je sais pas si ça répond à la question, mais. Mais si, ce qui nous intéresse, nous, c'est de vous écouter. Comme si nous étions à l'opéra, au théâtre et à l'opéra. D'ailleurs, en reprenant la liste des pièces que vous avez montées, le contenu musical de la langue des auteurs est patent. C'est vrai de Partage de Midi, c'est vrai du Roi Lear. C'est aussi vrai du Misanthrope, d'ailleurs. C'est vrai de pratiquement toutes les pièces que vous avez montées, que ce soit Le Mariage de Figaro, La vie de Galilée de Brecht, La mort de Danton de Büchner, ô combien. Il y a dans tout ça, alors que c'est du texte, et c'est vrai aussi d'un ennemi du peuple d'ailleurs, qui est fait pour être proféré, il y a un coefficient musical implicite très fort. Je suis pas tellement d'accord avec l'ennemi bon. du peuple et La vie de Galilée. A priori, quand on lit Galilée la première fois, on se dit pas ouais, ça va être la fête. Oui, mais moi je l'ai vu à Gennevilliers. Oui, oui, oui. Et dans le résultat. C'était un oratorio. Oui, oui. Disons que je suis toujours, je pense, touché en tant que metteur en scène de l'extérieur quand j'entends c'est compliqué, hein, cette histoire. La puissance musicale d'une scène, y compris si elle se passe dans le silence total. C'est-à-dire la puissance, y compris si c'est une langue qui raconte passe-moi le sel, ce qui n'est pas le cas d'Ibsen, hein, bien sûr, mais si j'entends, si je commence à entendre le souffle, la puissance de transcendance qui émane d'une scène, alors je commence à me rassurer, enfin à me dire il y a quelque chose de voilà qui devient dingue, qui devient irrationnel. Je pense que j'ai été traumatisé, mais dans le bon sens du terme, par la première mise en scène de vitesse que j'ai vue, qui était Lucrèce Borgia. Et à l'époque, je faisais du théâtre au Mans, dans une compagnie professionnelle. J'étais assistant, comédien, un peu souffre-douleur du metteur en scène, André Sellier, qui m'aimait beaucoup, mais qui me martyrisait un peu. Et il faisait un théâtre extrêmement réaliste, avec plein d'accessoires, sur le sens, sur les intentions, etc. Donc moi, je croyais que le théâtre, c'était ça. Et j'étais plutôt heureux. Et un jour, j'ai vu Lucrèce Borgia de Vitesse et ma vie a changé. C'est-à-dire que je me suis dit, ah ouais, il n'y a rien. Et il y a des acteurs, il n'y a pas d'accessoires. Et j'avais l'impression qu'il y avait du vent tout le temps sur le plateau, qu'il y avait une espèce de souffle. Enfin, voir Jean-Pierre Joris et Nada Strankar, c'était quand même, j'avais 19 ans, je me suis dit, c'est pas possible. J'y suis retourné le lendemain pour m'assurer que j'avais pas rêvé. Et voilà, après j'ai vu Henri IV monté par Mouchkine, et vraiment c'était j'étais totalement ravagé, quoi. Et dans ces spectacles-là, il y avait des acteurs qui décollaient du sol tout le temps, qui étaient en l'air. Enfin, pour le coup, dans Henri IV, qu'avait monté Mouchkine, les acteurs, des fois, sautaient. On avait l'impression qu'ils restaient 3 secondes en l'air, quoi. Donc, je me suis dit, tiens, là, il n'y a plus de... Enfin, c'est de la pesanteur partout. Il y a c'est tout le monde crie, tout le monde chante. C'est un truc... voilà.
Et voilà, donc cette chose-là, elle m'est restée sûrement, ouais. Euh, ouais. Cette chose qui a rapport avec la musique. Ah bah oui. Ça me paraît le cas de pratiquement tous vos spectacles. C'est un répertoire, ça dit les choses de manière on ne peut plus claire. Ouais, ah bon, bah, tant Oui, mieux. oui, 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 oui. Mais je suis content de voir que vous ne vous en étiez peut-être pas aperçu, ou pas à ce point-là. Si, quand même, si. Bon, on va parler d'opéra après. Alors, euh, venons-en à cet autre texte invraisemblable, fou, baroque, inclassable, qui s'appelle Noli me tangere, ou Tangere. Et vous écrivez Noli me tangere de Jean-François Sivadier, d'après Salomé d'Oscar Wilde, Le songe d'une nuit d'été de Shakespeare et Hérodias de Flaubert. Oui, bon. Euh, Effectivement, il y a un lien entre les trois. On va le trouver. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne va pas de soi. Alors, je voudrais que vous nous racontiez la genèse de cette entreprise absolument folle, dont on va essayer de lire des extraits sans trop vous troubler tout à l'heure, et de nous dire comment vous avez rapproché Wilde de Flaubert. Ouais. Et bien Non, sûr, c'est très simple, hein, la Shakespeare. genèse, elle est très très simple. On était à Rennes, il y avait Nicolas, on devait faire un spectacle au festival Mettre en scène au TNB à Rennes. Et je voulais monter intérieur de Metterlinck en croisant avec Salomé d'Oscar Wilde. Voilà, comme si c'était une seule histoire et comme si la jeune fille d'intérieur, en fait, était la Salomé de Wilde. Et on a relu les deux pièces. Mais particulièrement Salomé d'Oscar Wilde, on a trouvé ça absolument épouvantable. Je me suis dit, je peux pas monter ça, quelle horreur. Cette espèce de fantasme sur Sarah Bernard et tout, je me suis dit, non, voilà, c'est pas pour moi. Et je me disais, en revanche, il y a quand même une chose qui m'intéresse dans cette histoire de Salomé, mais je sais pas quoi. Et en fait, en creusant un peu, je m'apercevais que ce qui m'intéressait, ce qui était drôle et fort, en fait, c'est le rapport l'antagonisme total qu'il y a entre le religieux et le politique dans la pièce, mais qui est vraiment en filigrane. Et donc je me suis dit, en fait, je vais écrire ma propre Salomé, je vais bien voir. Et voilà, donc j'ai écrit assez vite, en 6 semaines, pour les acteurs, une espèce de chose... alors là, pour le coup, assez lyrique. On jouait dans la cage de scène à Rennes. Et c'était un truc un peu comme une messe. En fait, l'écriture était très imprégnée de l'univers de Gabili, rétrospectivement. Mais cette expérience nous avait plutôt vachement plu. Et, euh, et puis je m'étais dit un jour il faudrait le refaire. Et quand on a décidé de le refaire, en fait, on avait beaucoup bougé comme acteur, moi comme metteur en scène, etc. Et donc on s'est dit, enfin entre-temps, j'avais découvert Brecht par exemple. Et, euh, et je m'étais dit, on va essayer de le reprendre, mais il faut le réécrire, il faut essayer de creuser le sujet, de rendre la pièce plus folle, plus violente, plus drôle. Et voilà, en gros. Mais c'est aussi une pièce, c'est un spectacle, puisque quand la pièce commence par Pilate, qui est là aussi, bien sûr. Ils sont tous là, d'ailleurs. Hein. Il y a Salomé, il y a Jean-Baptiste, Hérode, ça va de soi, Hérodias, sa femme, Maltaquet, qui est la mère d'Hérode, Narabot, capitaine des gardes du tétrarque. Le tétrarque, c'est Hérode. Il y a un ange. Il y a une autre influence, c'est le Maître et Marguerite, oui. que j'ai pas mis dans... parce que le Pilate de Maître et Marguerite nous a beaucoup aidé pour imaginer celui-là. Est-ce que vous connaissez ce texte extraordinaire de Roger Caillois, qui s'appelle Pilate, justement, et qui réécrit l'épisode le plus célèbre de la vie de Pilate, donc, à ceci près que cette fois, il gracie le Christ. Et toute l'histoire de la chrétienté en est bouleversée parce que le Christ n'est plus un martyr. C'est diabolique. C'est diabolique parce que c'est pas complètement idiot. C'est-à-dire, après tout, oui, c'est celui-là qui l'a gracié ce jour-là, et c'est pas l'autre, pas Barabbas. Bon, bref. Il y a un espion, il y a Jean-Mathieu, il y a Jean-Luc, c'est Mathieu et Luc, il y a René, il y a Pascal, il y a des soldats, il y a un homme, etc. Il y a le baroque shakespearien, évidemment. Et puis en même temps, il y a énormément d'humour quand même. Hein. Parce que
ça a l'air comme ça très sérieux, tout ça très, très historique, très religieux, voire métaphysique. Mais en même temps, à certains moments, vous vous êtes souvenu peut-être de Giraudoux. Comment est le public demande Pilate, l'adjoint, concentré. Pilate, qui relit son discours. Il n'y a pas trop d'images. Le lyrisme, c'est la perspective. Mais qu'est-ce que c'est les caractères gras? Quand c'est gras, vous criez. Difficile de crier sur un mot. C'est un métier. J'ajouterais peut-être une pointe d'humour. Attention avec l'humour. Ça va bien se passer. Allez me chercher l'écharpe rouge. Mieux vaut rester simple, pas trop de protocole. Mais qui me donne le signal pour entrer? L'adjoint. L'adjoint, c'est quand vous le sentez. Quand je le sens? Mais je sens rien du tout. Est-ce qu'on demande au bœuf, devant la porte de l'abattoir, d'y aller quand il le sent? Envoyez la musique. Fanfare. C'est pas trop fort, ça? Vous voulez de la comédie, là? Ouais. Oui, mais la comédie en même temps, il dit après, pas bien, mais enfin... il annonce, Oui. il explique pourquoi il a redonné un massacre. Il se dédouane d'un massacre qui a eu, je sais plus exactement. Donc en fait, voilà, enfin c'est de la vie, quoi. C'est drôle et ça peut être terrifiant. Et il y a des hommes politiques qui peuvent avoir ce genre d'entretien avant de prendre la parole. Voilà, je pense. Ce qui était intéressant et compliqué avec cette création, c'était le fait d'écrire le texte en même temps que faire la mise en scène. Et quand on écrit, j'en avais parlé avec Pomera de ce truc, quand on écrit et qu'on fait la mise en scène en même temps, il y a toujours un moment où l'auteur et le metteur en scène, c'est deux personnes différentes qui ne sont pas d'accord. Et ça, je n'avais pas imaginé ça, mais c'est très très troublant. C'est-à-dire que tout à coup, on écrit par exemple une scène que je trouvais absolument parfaite. Je m'étais dit vraiment, cette scène-là, elle est géniale, elle est parfaitement écrite, elle est super, ça va être la meilleure scène. Et en fait, on l'a pas mise dans le spectacle parce que c'était immontable. Voilà, donc voilà, il y avait toujours cet aller-retour entre. Mais enfin, ce qui est très agréable, c'est d'écrire sur mesure pour les acteurs. C'est-à-dire, moi, j'ai jamais écrit, à part la première pièce que j'avais écrite quand j'étais petit, qui était une pièce complètement, archi-psychologique. Voilà, à l'époque, je voulais être O'Neill, donc c'était un essai. Mais j'ai jamais écrit autrement. Enfin, ces deux pièces-là, je les ai vraiment écrites pour des acteurs. Donc c'est très excitant pour écrire pour des acteurs particuliers. Voilà. Mais vous dites c'est difficile d'écrire en même temps qu'on fait la mise en scène. Mais est-ce à dire que vous écriviez la pièce au fur et à mesure des répétitions? Ouais. Il y avait des morceaux qui n'étaient pas encore écrits quand on répétait. Ouais. Ah oui. Ouais. Et certaines des remarques ou de tout ça venaient des comédiens ou de leur réaction Oui. devant les scènes déjà écrites et déjà jouées? Ouais. Mm-hmm. Mais si on n'a pas eu énormément de temps finalement, mais si on avait eu plus de, je me rappelle, il y a des répliques complètement débiles en fait qui sont venues d'improvisation, qui sont, mais c'est dingue. Non, mais c'est important parce que ça montre vraiment comment l'écriture et comment les textes et la matière vivante, surtout quand je me souviens de Stanislas Nordet qui avait monté Violence de Gabilly, et Violence avait été écrit pour un certain nombre d'entre nous, un groupe d'acteurs, et un jour il m'a dit mais ça qu'est-ce que ça veut dire? J'ai essayé de me creuser la tête et je lui dis mais tu pourras jamais trouver. C'était une private joke entre Yann Joël Collin et Didier Gabilly à propos d'une émission de télé. Enfin c'était le truc impossible à trouver pour un metteur en scène. Donc mais ça existait dans le texte édité, etc. Donc voilà, c'est vraiment des textes où la distribution, les répétitions, la représentation, tout ça avec le texte tourne ensemble. Mais encore une fois, c'est très très drôle, Noli Me Tangere. Beaucoup plus que le songe d'une nuit d'été que j'ai senti moins présent. Mais en revanche, il y a des scènes qui sont de franche comédie, d'autant que vous maniez délibérément l'anachronisme dans le choix des mots.
Ouais, ouais, ouais. Ah, moi, je suis un fan des Monty Python, alors. Oui, Non, oui. mais faut juste dire que effectivement, les artisans qui répètent une pièce est directement pompé sur le songe d'une unité. Là, ils Ouais. répètent pas Pyramétis B, mais voilà, c'est vraiment un schéma. Pilate. Longue vie à Tibère. Salut romain repris par Hérode après un temps. Vous avez un temps de réaction assez long. Jamais pu m'habituer à ce geste. Habituez-vous ce assez long décevant qui qualifie votre temps de réaction. Acheté au lion, plus d'un de mes compatriotes, c'est un conseil d'amis. Sinon, vous vous faites bien la région. Bah, mis à part mon allergie au climat, au paysage, à la population, à la nourriture, à toutes ces coutumes auxquelles je ne comprends rien, ça va bien. Bon, un ordre de Tibère ne se refuse pas. Ah, c'est pas le Sénat qui vous a nommé? Bah, vous savez comment se font les nominations, l'empereur décide, le Sénat exécute. Il n'est plus à Rome qu'une espèce de grand conseil municipal. Le Sénat était la salle des machines du gouvernement. Qu'importe, il est plus gratifiant d'être nommé par le patron que par ses adjoints. Savez-vous ce que l'empereur m'a chuchoté en me touchant l'épaule? Dans une intimité de confession, il n'y a que vous de possible. Il n'y a que vous de possible, oui, c'est une phrase qui revient beaucoup en ce moment. Mais voilà, on ne peut plus, on ne peut plus faire sans moi désormais quand Rome tourne les yeux vers l'Orient. C'est sur moi que son regard se pose. Quel silence! Comme on est bien chez vous. On entend la voix d'Yochanan. C'est Jean-Baptiste, si je me souviens bien. Ben, je me souviens. C'est l'interrogatoire d'un anarchiste, la routine. Ah, routine. La seule chose à craindre de la routine, c'est que la roue tourne. Le sol de ce pays tremble tous les jours davantage, et pas seulement le sol, mais ce qu'il y a dessus. Un peuple grouillant de troupeaux admis-révoltés qui n'attendent qu'un signal. Ça donne mal à la tête, toutes ces voix inquiétantes, tous les jours une de plus. Et votre hésitation à massacrer tous ces beaux parleurs, au cas où l'une de ces voix deviendrait un peu plus inquiétante que les autres, vous préviendriez votre préfet? Je vous préviendrai. C'est vraiment énervant quand vous tremblez comme ça. Décontractez-vous complètement, mon vieux. Bah non, ça va, la pleine forme. Bon, en principe, l'empereur s'apprête ici à de grandes choses. Et toute grande chose demande de solides fondations, une terre saine, si vous me passez l'expression. Je ratisse la Judée pour Rome, et vous êtes un de mes petits râteaux. Quand j'essaie de faire un mot d'esprit, personne ne rit jamais. Je veux bien être votre râteau, mais il y a beaucoup de mauvaises herbes. Malgré mes efforts, vous n'êtes pas les bienvenus. Ben, arrachez les mauvaises herbes, renforcez vos efforts, tant pis pour ceux qui montrent les dents. Le chien qui tire trop sur sa laisse ne doit pas s'étonner d'être étranglé. Oui, celui qui tient la laisse trop serrée ne doit pas s'étonner d'être mordu. Ouais, tant que le chien reste attaché, Rome ne craint pas les morsures. Ne touche pas à la gamelle du chien quand elle est pleine. Râteau. E-A-U-X. Pas O-T. Ne faites pas attention. Croyez-moi, petit à petit, ce peuple pitoyablement occupé à s'inventer une histoire finira bien par reconnaître dans celle de Rome la seule qui vaille. Vous êtes là pour leur ouvrir les yeux. Et ceux qui ne veulent pas voir, bah, nous leur expliquerons ce qu'ils perdent à vouloir suivre un chemin solitaire. Et s'ils ne comprennent pas, nous piocherons dans notre inépuisable réserve d'arguments convaincants. Et s'ils ne se laissent pas convaincre, nous trouverons d'autres moyens. Ce n'est pas avec des friandises que l'on corrige un enfant rebelle. Et s'ils ne craignent pas d'être corrigés, nous les aimerons malgré eux. Nous ne sommes pas des barbares, nous sommes des civilisateurs. Nous apportons l'harmonie là où règne la dissonance. Nous sommes la crème des nettoyeurs. Aucune tâche ne nous résiste. Et quand nous repartirons, le pays resplendira d'une nouvelle identité. Oui, mais vous ne repartirez jamais. C'est vrai. Difficile d'abandonner l'orphelin que l'on a élevé comme son propre fils. Oui, alors par exemple, cette scène qui est un très bon exemple, parce que cette scène est en réalité trop longue. Mais comme je l'aimais bien, je ne voulais pas la couper, je savais qu'elle était trop longue. Alors elle est longue parce que justement, il y a Ponce Pilate qui parle énormément parce qu'il est complètement dépressif. Voilà, donc cet échange entre Pilate, mais je l'aimais bien dans le texte et je savais qu'après, dans la représentation, elle était difficile à mettre en scène parce qu'elle était trop longue, mais voilà, je n'ai pas résisté à... Mais je suis sûr que cette jouée ou interprétée par la troupe, on peut parler d'une troupe chez vous, c'est extrêmement jubilatoire, ça. Bah oui. Bah, Oui. Bon. Alors, Ouais. pourquoi le couper alors? Parce que c'est trop Bah long, parce qu'il faut l'ensemble faire un est spectacle là Ouais. ça durait déjà c'était assez longtemps, je crois 2h30. Oui, mais c'est ça, oui. hmm. Bon, alors, à vous maintenant. J'aime beaucoup la scène 14. C'est parce que c'est... Non? On va la redécouvrir ensemble.
D'accord, donc ça c'est la première scène. La scène avec l'ange, là. Ah ben voilà, Ouais, oui. ça c'est la scène qui a été... Ah oui d'accord, Encore? la scène 14, pardon. Celle que je préfère, c'est les scènes coupées, autrement dit. Non, 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 bon. elle a pas été coupée. J'essaie... Voilà, en fait, c'est-à-dire qu'il y a un ange qui est dans la pièce et qui ne sait pas du tout, qui comprend rien à l'histoire, qui était bazardé ici. Donc un ange contemporain, mais il comprend pas ce qu'il voit, etc. Et il tombe dans une scène de famille entre Hérode, qui commence à être séduit par Salomé, sa belle-fille, et Hérodias, sa femme, donc c'est comme un couple de tyrans, hein, qui, elle, pense que Ponce Pilate l'a dragué, et voilà. Et puis l'ange voilà, donc je lis. Alors, Hérode, Salomé, qu'est-ce que tu fabriques? Ne t'éloigne pas comme ça, c'est dangereux ici. Reste avec nous, reste avec ta mère qui ne t'a pas vu pendant 10 ans. Apportez-moi à boire. L'ange, qu'est-ce qui se passe? J'ai encore loupé un épisode. Quelle heure est-il? Je commence à croire que je me suis trompé d'histoire. Mais non, ce n'est pas la Révolution française. Il n'y avait pas de chameau. L'Odyssée, Christophe Colomb, le Mahabharata. J'ai cru que c'était la Palestine sous l'Empire romain, mais ça ne correspond pas au costume. Ou alors ce serait une reconstitution. Hérodias, je n'ai pas rêvé, le préfet Ponce Pilate m'a fait un clin d'œil à l'instant où tu regardais ailleurs. Quelle folie. Hérode, tu as rêvé, ma petite biche. Il avait le soleil dans l'œil. Détends-toi, fais comme ta fille. Regarde-moi cette clarté autour d'elle et quoi qu'elle fasse, on dirait une actrice. Quelle chaleur. L'ange, si je ne trouve pas tout de suite, je renonce. Hérodias, tu serais bien content que le préfet s'intéresse à moi pour éviter le jour où tu ne l'amuseras plus, qu'il nous vende comme chair à pâté pour les lions du cirque Maxime. Hérode, le préfet nous aime bien. Il m'a embrassé 2 fois. Tu ne veux pas boire quelque chose, Salomé? Hérodias, tu as toujours été jaloux de mon succès auprès des hommes. Est-ce ma faute si Vénus s'est penchée sur mon berceau? Est-ce que tu n'en as pas profité? Ne dis pas le contraire. L'ange, c'est Phèdre? C'est Hélène? C'est la guerre de Troie? Hérode, oui, parce que l'ange est invisible pour les autres. Hein, Hérode, Vénus n'a pas oublié non plus le berceau de ta fille. Regarde-moi ce corps où la nature s'est surpassée. Allez, viens boire un coup, Salomé. Hérodias, tu étais bien content de me voir jouer la belle plante délicate que tu exhibais dans les voyages officiels pour séduire les chefs d'État et devenir la meilleure amie de leurs femmes, ces voyages où je passais mon temps à sourire bêtement devant les danses folkloriques et dans le... Complètement. Et dans les dîners de 300 personnes, ne dis pas le contraire, tu étais bien content que je mette ma dignité au placard pour remuer des hanches devant les chefs de province quand ils hésitaient à signer les contrats, à conclure les accords de paix, dans ces ignobles soirées entre hommes où ils s'amusaient ivre-mort jusqu'à l'aube à redessiner les frontières sur un bout de nappe, à préparer la liste des exécutions, des têtes à faire tomber. Tu étais bien content que j'accepte les avances de l'infâme ambassadeur d'Égypte pour qu'il nous fasse une remise sur les importations de céréales, la baisse du prix du blé égyptien, c'est moi les transactions en tout genre, c'est moi les fonds secrets dans les valises diplomatiques, c'est moi le colmatage des brèches dans les ententes cordiales, c'est moi le pompier de service qui éteignait le feu qu'un mot de travers avait allumé dans tes relations avec le Sénat. Hérode, c'est toi mon amour, tu entends Salomé, tous les hommes à genoux devant ta mère, regarde cet héritage qu'elle t'a laissé entre les mains, quelle chaleur. Hérodias, le préfet m'a fait un clin d'œil. C'est ainsi que l'Empire recrute. C'est leur méthode. C'est ainsi qu'on Pompée recruta, comment s'appelle-t-il déjà, celui avec un nom en us, Hérode, petite panthère, à Rome, tu as dû en faire souffrir des étudiants, tu en feras souffrir des hommes. Hérodias, recruté par le camp des vainqueurs, je ne vais pas me faire prier. Si Rome me propose un premier rôle, je suis prêt à improviser. 20 ans de figuration à tes côtés, j'ai eu le temps de me chauffer. Hérode, qu'est-ce qu'elle raconte ta mère? Elle me donne le vertige. Hérodias, ce n'est pas moi qui te donne le vertige. Ne regarde pas ma fille comme ça, on dirait ton père, ce champion de la polygamie qui payait ses orgies avec l'argent des impôts, cette ordure incestueuse qui venait me retrouver dans ma chambre dès que tu avais le dos tourné. Fais comme si tu ne le savais pas. Hérode, ne parle pas comme ça devant ma mère. Maltaquet, c'est la mère d'Hérode. Je n'entends pas. L'ange, les Borgia, les Médicis. Hérode, ne parle pas comme ça devant la princesse. Je vais lui faire peur. Hérodias, tu ne lui fais pas peur, tu ne lui fais honte à couler comme un pan. Tout ça parce que tu rêves en secret de la mettre sur le trône à ma place. Ne dis pas le contraire, tu baves dès qu'elle ouvre la bouche. Quelle honte pour moi, sa mère, ta nièce, ta femme, sa tante. L'ange, Clytemnestre, les Atrides. Hérode, il ne faut pas être cruel, Salomé, j'ai besoin de consolation. Tu ne veux pas être ma consolation? Je sais bien ce qui pourrait me consoler. Te voir danser ce soir pendant la fête, rien que pour moi. À quoi tu penses, mon trésor? Salomé, je pense à mon père. Silence. Je pense à la forêt, je pense au pays de mon enfance.
Hérode, il ne faut pas pleurer mon cœur, tout a une fin dans ce monde. L'ange, ce n'est quand même pas l'histoire. Là, le crâne, le prince du Danemark, il n'aurait pas osé m'envoyer dans un truc pareil. Hérode, pense à l'avenir avec des yeux pareils. Si tu voulais, tu pourrais conquérir le monde. Hérodias, ce n'est pas à ses yeux que tu penses. L'ange, je renonce. Hérode, Salomé, si tu danses pour moi ce soir, je le jure, tu choisiras toi-même ta récompense. On entend la voix de Yochanan, qui est enfermé dans la cave, Saint Jean-Baptiste. Qu'est-ce que c'est que ce bruit, capitaine? Naraboth, qui est le chef de l'armée. C'est votre prisonnier, majesté. Hérodias, il nous manquait celui-là. Salomé, le prophète que tu as rapporté ce matin du désert. Hérode, une espèce d'illuminé, ne l'écoute pas mon ange, va te préparer à danser. Salomé, je le jure, je te donnerai tout ce que tu veux. Naraboth, Yochanan, Jean le baptiseur. L'ange, Jean le baptiseur, qu'est-ce que j'ai dans les gens? Salomé, vous entendez sa voix, on dirait qu'il souffre. Hérodias, si tu m'aimais, ce prophète serait déjà mort. Hérode, tu les entends hurler, dehors, ils sont 2000 à demander sa liberté, sa réputation a dépassé les frontières. Si je le tue, c'est la révolution. N'aie pas peur, Salomé, allez, va changer de costume. Salomé, je n'ai pas peur, qu'est-ce qu'il raconte, Naraboth? Maltaqué, il dit délivrance. Naraboth, il insulte la reine. Hérodias, encore une petite louche. Naraboth, ah, qu'elle crève la grande autruche. Lapidez-la des pierres de l'honneur. Hérodias, mais oui, lapidez-moi, lapidez l'autruche, ne vous gênez pas. Hérode, Salomé, va te préparer à danser pour ton roi, c'est un ordre. Salomé, je ne danserai pas. Continue Naraboth. Naraboth, Hérode, le festin est terminé, prépare-toi à payer la note. Hérodias, si vous comprenez... Mais non, c'est ça qui est bien. Ouais, ça n'a aucune importance. C'est très très jubilatoire. Non, le prophète est censé en train de crier toujours, et Naraboth est en train de traduire ce qu'il dit. Et tout ça. Je vais peut-être m'arrêter là, non? Non, mais bon, ça c'est écrit. Ouais. Avant. Non, ça c'est écrit vraiment. Ouais. Oui, c'est-à-dire bon. Alors vous êtes quelque part, je sais pas où, dans un bistrot chez vous, à une table, et vous écrivez ça. Ouais. Avec cet anachronisme délicieux qui nous fait passer de Non, on sait ce qu'on veut. Il y a ce qu'on veut raconter, la fable dans la scène. Après, il y a le traitement de la scène qui n'est pas la fable, qui n'est pas le traitement de la fable, qui est ce qui va se passer, ce qui va être mis en jeu. En réalité, ce qui est mis en jeu là, c'est le Hérodias qui devient un personnage de plus en plus important et voilà. Mais bon, voilà, c'est quand on écrit, c'est quand on prépare un spectacle, c'est toujours la même chose. Il y a des choses qui viennent après le travail, et puis il y a des choses qui sont complètement des intuitions qui vont rester jusqu'au bout. Mais par exemple, vous faites référence à Shakespeare, à Wilde et à Flaubert. J'ai repris celui des trois contes qui est consacré, qui vous a inspiré tant soit peu. Bon, ça n'a strictement rien à voir quand même. C'est-à-dire il s'agit des personnages, mais dans le texte. Oui, mais voilà, c'est des versions différentes. Hérodias de Flaubert, ce qui est magnifique, c'est les images quand même. C'est hallucinant. Comment il arrive à décrire. Enfin, c'est très très court en plus. Oui, bien sûr. Et voilà, c'est trois contes. Mais je veux dire par là qu'en dehors du personnage, qu'est-ce que vous avez gardé de Flaubert? Rien, non, mais ça c'est dans ma tête. On est d'accord. C'était par honnêteté quand même. Oui. J'ai mis Flaubert. Parce que c'est vrai que la pièce de Wilde, elle est positivement illisible. C'est kitsch au dernier degré, et puis c'est pas émouvant, c'est pas très touchant. C'est un exercice de style, tandis que votre œuvre à vous, vous l'attesterez, c'est très amusant. C'est très rigolo. Mais je crois que ça n'a jamais été monté après nous, d'ailleurs. C'est très, très bizarre parce qu'en revanche, Italienne avec orchestre, c'est monté beaucoup par des jeunes troupes. Alors que ça, je pense que c'est plus facile à monter. Vous qui avez mis en scène la Traviata, donc, bien des années après Italienne, etc., mais enfin, la pièce dont il est question, c'est précisément la Traviata. Quand vous avez travaillé sur cet opéra, vous vous souveniez de ce que vous aviez écrit? Il y a un lien ou pas du tout dans le travail de la mise en scène et ce texte qui, à l'époque, existait déjà? Alors, pour tout vous dire, il n'y a aucun lien entre Italienne et la mise en scène de la Traviata, mais quand même, quand j'ai écrit Italienne avec orchestre, j'ai commencé par un texte où le metteur en scène, tout d'un coup, il pète un câble et il se met à raconter son projet sur la Traviata. Voilà. Comment il voit l'œuvre, etc. Et en écrivant ce texte, je m'étais dit, pour arriver à l'écrire, j'ai commencé par là, il faut que
il faut que je me mette dans la position d'un metteur en scène qui va vraiment monter la Traviata. Donc, qu'est-ce que j'aurais, moi, si je montais cette œuvre, envie de raconter avec la Traviata? Enfin, qu'est-ce qui me fait rêver dans cet opéra, etc. Et donc, bien des années après, quand j'ai effectivement monté la Traviata, je me suis dit, tiens, je vais relire ce texte au cas où il y aurait des idées, des pistes. Bon, évidemment, voilà, voilà, ça m'a pas beaucoup servi, mais... Non, mais la boucle est bouclée. Avant la Xème version de l'italienne, qui viendra sûrement un jour. Mais enfin, dans l'immédiat, on va se porter vers le nord de l'Europe, vers le norvégien Ibsen. Alors, vous avez monté beaucoup d'Allemands, notamment Büchner, mais pas seulement. Alors, racontez-nous qu'est-ce qui vous a fait découvrir ou redécouvrir cette pièce et qui vous a donné l'envie de la monter? Parce que j'ai résumé très vaguement l'intrigue tout à l'heure. C'est vrai qu'elle nous parle en direct, mais comme toujours chez Ibsen, c'est bien au-delà de ça. C'est évidemment le personnage, la profondeur, l'incompréhension, etc. Ouais, d'abord, moi, j'ai toujours eu envie de monter Ibsen, en fait. Ouais. Je trouve que quand on voit ou quand on lit une pièce d'Ibsen, on a peur, enfin, moi, j'ai peur, mais comme devant, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, j'ai peur de là où il est capable de m'emmener, comme quand je vois, je sais pas, un film de Bergman où je me dis, oh là là, ça va me passionner, ça va être extrêmement jouissif, mais j'aime pas forcément l'endroit où il va m'emmener. Oui, ça me fait souvent ça avec Bergman, en fait. L'endroit où il va m'emmener, je suis pas sûr d'avoir envie de voir ça, et en même temps, la manière dont il m'emmène, c'est extrêmement jouissif, etc. Voilà. Après, il se trouve que le choix de l'ennemi du peuple, il se trouve que je me suis aperçu que j'avais beaucoup monté de textes qui avaient de près ou de loin rapport avec le thème de la Révolution, dont Noli Me Tangere. Donc le mariage de Figaro, la vie de Galilée, la mort de Danton. Après avoir monté les 3 pièces, on s'est aperçu qu'en fait ça ne parlait que de la Révolution tout le temps. Et puis évidemment, même si le personnage central de l'ennemi du peuple n'est pas du tout un révolutionnaire, il y a quand même cette histoire d'une révolution possible. Voilà. Et en essayant de... Aussi parce que comme je savais que je venais à la SACD et tout ça, je me suis remis à penser à la langue dans Ibsen, qui est vraiment peut-être la plus pauvre des langues que j'ai travaillées, en fait. C'est-à-dire, c'est même Éloi, le traducteur, qui nous a dit, mais il faut absolument accepter que ce soit une langue pauvre. La pièce est extrêmement riche, mais la langue, c'est pauvre, quoi. Et d'ailleurs, c'est sa grande qualité, c'est qu'elle essaie pas de faire croire qu'elle est autre chose que ce qu'elle est. Et je me suis dit, quand même, dans cette histoire, donc en gros, vraiment pour schématiser, parce qu'on peut la raconter de plein de manières différentes, la pièce, mais il y a quand même cette histoire d'un lanceur d'alerte qui va s'improviser homme politique. Et donc, d'une certaine manière, la pièce raconte la vanité d'un langage qui serait utilisé par cet homme qui n'a aucune conscience politique, qui est un petit médecin de province, et à qui on dit à un moment donné, ce que tu as découvert, la vérité, c'est-à-dire, voilà, il y a du poison dans l'eau, ça va pas plus loin que ça. C'est pas seulement la vérité, ça représente quelque chose. Et cette vérité est un instrument de pouvoir, et avec cet instrument, on va pouvoir renverser le pouvoir qui nous oppresse. Donc ce que tu as découvert, c'est, à la limite, c'est presque anecdotique, mais ça représente quelque chose de plus grand que la vérité. Enfin, voilà, de plus important que la vérité. Voilà. Et donc, on va commencer à s'intéresser à lui dire, tu représentes quelque chose et tu es intéressant. Et si tu as d'autres idées, vas-y, on est avec toi, etc. C'est incroyable. Hier, je regardais vous voyez cette jeune fille suédoise ou norvégienne qui a pris la parole à la COP24. Suédoise, hein. Ouais, voilà. Et tout à coup, elle est interviewée et elle dit, mais en fait, maintenant, on ne s'intéresse plus qu'à moi, mais on oublie ce que j'ai dit. Enfin, et voilà, le sujet, ça devient elle. Le sujet dans l'ennemi du peuple,
très vite, ce n'est plus la pollution des eaux, c'est qui est la personne qui parle, qui est le lanceur d'alerte. Est-ce que sa- sa- l'énergie avec laquelle il se lance dans son combat n'est pas suspect au bout d'un moment, c'est ce que dit son frère, etc. Et donc à un moment donné, on lui dit tu vas prendre la parole en public. Évidemment, là, la parole déraille parce que tout simplement, il n'a pas de projet politique et il part d'une contrainte. On l'a empêché de parler, on l'accule, on le serre, on l'empêche de respirer et tout à coup, tout sort et ce qui sort, c'est pas très beau. Voilà, il se trouve que voilà. Donc finalement aujourd'hui, on peut voir la pièce, enfin, c'est-à-dire il y a même encore 10 ans, on pouvait se dire oh là là, c'est magnifique, c'est l'histoire d'un mec qui dit la vérité, qui se trouve face à un système politique complètement corrompu, donc Ibsen dénonce. Non, non, mais aujourd'hui, ça y est, on en est revenu de tout ça et on n'est pas scandalisé par la pièce. Par contre, c'est pour ça qu'à mon avis, elle est beaucoup plus drôle aujourd'hui qu'il y a même 10 ans ou à la fin du 19e. C'est qu'aujourd'hui, le sujet est toujours aussi grave et qu'on n'a plus du tout envie de rire, mais que le rire qu'il y a dans la pièce, il vient d'une espèce d'effet de catharsis comme ça, qui fait on est tellement avec les acteurs dans le même temps, dans la même urgence, sur la même planète et devant la même angoisse face au dérèglement politique, économique, écologique. Voilà, on a tellement plus de réponses qu'on se prend la pièce comme une espèce de décharge électrique. Je voudrais que vous nous disiez, c'est pas commode, mais comment est-ce que vos interprètes jouent un ennemi du peuple? Comment l'ont-ils joué à Grenoble il y a quelques jours? Comment vont-ils le jouer ces jours-ci au théâtre de l'Odéon? Qu'est-ce que vous leur dites? Et qu'est-ce que vous leur dites? Comment, compte tenu du registre à quoi vous faites allusion, qui a évolué, comment ça se passe? C'est marrant parce qu'il y a un scolaire dans une rencontre, après avoir vu le spectacle, il m'a dit mais vous avez pas peur que vos acteurs ils deviennent fous à défendre des idées pareilles, etc. Non, d'abord il y avait un équilibre à trouver, c'était de pas se prendre trop au sérieux parce que la pièce effectivement c'est pas Brecht, il n'y a pas de grand débat, il n'y a pas de grande réflexion, c'est que des gens qui sont totalement égoïstes, voilà, qui sont très impulsifs comme ça, voilà. Donc la pièce elle reste au-dessus des choses comme ça, et faut pas non plus la prendre trop à la légère parce que vraiment le sujet on est en plein dedans et voilà, et c'est quand même un sujet sérieux. Et moi, je leur disais beaucoup d'être. Je pensais beaucoup à cette phrase du philosophe Michel Meyer qui dit que qu'Ibsen, c'est la tragédie grecque qui se démocratise et qui vient frapper la famille bourgeoise. Et c'est assez beau, enfin, c'est assez excitant à jouer cette chose-là parce qu'on peut effectivement penser que dans toutes les pièces d'Ibsen, toutes les pièces d'Ibsen, il y a une espèce de courant tragique, furieux, qui vient prendre les corps à un moment donné et qui, je sais pas, de Solness à Nora, fait que tout le monde devient fou dans un cadre trop petit, avec une langue trop pauvre, mais qui sont traversés par des enjeux qui ressemblent à ceux de la tragédie grecque. Alors là, par exemple, il y a une histoire magnifique, c'est deux frères qui s'affrontent, on ne sait même pas pourquoi, qui se haïssent et qui vont se faire la guerre. Voilà, donc, mais en même temps, à certains moments, ils ont l'air de deux gamins, de deux clowns, voilà. Mais n'empêche que leur combat, et c'est un combat à mort, voilà, qui est, voilà, qui est comme je sais pas, Éthéocle et Polynice ou Atrée et Thieste, etc. Donc voilà, il y avait un jeu de se trouver en même temps dans des états de fureur totalement disproportionnée par rapport au sujet, d'être capable de passer de passe-moi le sel à tout d'un coup je vais te tuer. Voilà, c'est des gens qui ont envie de s'entretuer avec une langue qui est alors je serais tenté de dire banale, mais en même temps elle est tellement génialement écrite
Enfin, c'est le vocabulaire qui est très simple. Mais en même temps, il y a une espèce de mécanique invraisemblable, ouais, et de suspense. C'est-à-dire que moi, au début, le manichéisme qu'il y a dans la pièce me gênait beaucoup. Je me disais, ouais, que c'est quand même les bons contre les méchants, etc. Et en même temps, plus ça va, plus je me dis que la pièce, elle est riche à cause de ça. Parce qu'elle est d'un trait. Elle est comme une fable, comme un conte fantastique et en même temps réaliste, qu'elle est extrêmement directe et qu'au bout de 2h30, Ibsen nous refile le bébé en nous disant vas-y, qu'est-ce que tu as à dire, qu'est-ce que tu penses de ce que tu viens de voir. C'est-à-dire, voilà, ce qui est magnifique toujours dans Ibsen, c'est que il donne pas la recette, quoi. Il n'y a aucun moment où un des personnages prend du recul pour dire qu'est-ce qui nous arrive, comme pourrait le faire Tchekhov ou. Vous voyez, ça tombe très bien ce que vous dites, parce que à vous écouter parler de la langue d'Ibsen, qui est effectivement une langue simple, enfin pour autant que ce que nous en donnent les traducteurs, parce que nous connaissons mal la langue norvégienne, mais on est dans quelque chose de, oui, qui n'est pas du tout sophistiqué, c'est pas une langue baroque, c'est une langue basique. Et moi, à vous écouter, je me disais, mais il y a un auteur pour lui, évidemment, c'est Tchekhov, bon, que vous n'avez pas encore monté. Mais je me disais... Ouais, alors je désespère, parce que de toute façon, Tchekhov, c'est mon auteur préféré, avec Claudel, et je pense que je le montrerai jamais, parce que c'est tellement monté, mais c'est... Voilà, après, il a écrit que 5 grandes pièces, enfin, les petites pièces sont géniales, hein, génial. les nouvelles et tout ça. Mais ce qui est joué en ce moment au théâtre de Poche, c'est fantastique. Hein. Ah ouais. La déclaration en mariage, la déclaration, la demande en mariage et l'ours, c'est fabuleux. Puis cette fille absolument géniale. Mais bon, voilà, Tchekhov, voilà, ça fait partie des auteurs. Mais c'est pour vous, Tchekhov, c'est évident. De tout ce que vous nous dites depuis 1h30, c'est ça. J'ai beaucoup travaillé en atelier avec des jeunes comédiens et tout ça. Mais voilà, après, c'est tellement. Enfin, monter Tchekhov aujourd'hui, je sais même pas. Ouais, voilà, c'est pourquoi. Mais si, il y a des gens très bien qui s'y attellent. Ouais, bien. Vous devriez monter Ivanov. Voilà. C'est mon conseil. Bon, en tout cas, merci beaucoup, c'est passionnant. On se retrouve tout de suite. Et à bientôt donc au théâtre de l'Odéon. D'accord. Ok. J'avais pas compris, on se retrouve tout de suite. Oui, tout de suite là, avec le public. là, c'est ça. Oui, bon, ici, là. Ok, merci. Okay.